Je suis Jérémy Pouillou, producteur à la Générale de Production. Parfait. Bonjour, Camille Lopato, Diversion Cinéma. On a donc un cinéma de réalité virtuelle. Bonjour, Chloé Jarry, je suis productrice chez Caméra Lucida. Bonjour, Antoine Quérol, je suis producteur chez Okyo Studio, qui est une société qui fait que de la réalité virtuelle. Et alors, Moi, je ne me représente pas. Alors, commençons, si vous le voulez bien, dans le vif du sujet. Vous avez tous mené des expériences sur des technologies immersives, on va les appeler comme ça, en lien avec les médias. Qu'est-ce que vous en retirez, ou plutôt qu'est-ce que vos utilisateurs ont retiré de ces expériences? Qu'est-ce qui, pour eux, est important? Camille, on peut peut-être commencer par vous. Vous expliquer l'expérience que vous avez menée, parce que vous avez fait une enquête aussi approfondie. Oui, nous, donc on arrive après la production, puisque nous sommes diffuseurs, et on accueille des vrais gens, si j'ose dire, qui viennent chez nous, qui payent un ticket et qui, qui assistent ou qui participent à une séance de 30 minutes en réalité virtuelle. Donc oui, on a une salle où on a 30 personnes avec des casques de réalité virtuelle. Et pourtant, on essaye de remettre dans cette expérience qui peut paraître individuelle un peu de collectif, puisque l'idée, c'est qu'on met le masque tous ensemble, on regarde les mêmes expériences VR en même temps, et surtout, on sort du masque en simultané, ce qui permet un partage instantané à l'issue de la projection. Donc, ce qu'on a constaté, c'est que d'une part, le fait d'avoir ce collectif, cette simultanéité, participe véritablement au plaisir du spectateur à vivre la réalité virtuelle. Ce qui se passe dans le masque, c'est 70% du plaisir, je dirais, et 30%, c'est le fait d'être dans un événement qui est de l'ordre du social. Ça pour une part, et d'autre part, on a aussi constaté que le spectateur ne sait pas forcément ce qu'il veut. Il arrive quand on lui propose quelque chose, et à juste titre, quand on lui propose quelque chose, il peut dire que ça lui a plu ou que ça lui a pas plu. En règle générale, comme on travaille avec un média qui est effectivement innovant, dont beaucoup de gens parlent et qui se market très bien lui-même, la VR, on a un taux de satisfaction qui est très proche des 100%. Maintenant, évidemment que le spectateur est ouvert à autre chose. Nous, ce qu'on propose aujourd'hui dans le cinéma, c'est ce qu'on appelle la réalité virtuelle cinématique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interaction ou très peu d'interaction. Donc c'est la version la plus passive de la VR, où le spectateur n'a que la liberté en quelque sorte de choisir où il regarde. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qui manifestement satisfait le spectateur, puisqu'on a toujours depuis janvier un taux de remplissage qui est extrêmement bon et un taux de satisfaction qui est extrêmement bon. Les choses étant ce qu'elles sont, il va falloir qu'on puisse proposer autre chose, qu'on aille un petit peu plus loin dans ce qu'aujourd'hui la technologie peut nous apporter, et ce que les producteurs et les créateurs sont ce sur quoi ils sont en train de plancher. Alors, même question, Chloé. Alors sans dévoiler trop ce que tu vas nous présenter après, mais quel retour? Qu'est-ce que les spectateurs demandent? Alors sans dévoiler, c'est un peu compliqué. Sans trop dévoiler. Mais je ne vais pas tout dévoiler pour qu'on puisse en parler un peu plus tard. Mais bon, alors, nous, avec The Enemy, d'abord... Alors, il faut dire que le projet n'a pas été encore lancé de façon totalement publique et dans les conditions qui sont celles qu'on souhaite, puisque c'est lancé au mois de mai. Donc, ce dont je peux parler aujourd'hui, c'est plutôt... alors, tout d'abord, les gens qui sont passés dans le prototype, qui était une version... d'abord avec un seul utilisateur et qui a tourné surtout sur l'année 2015, donc il y a déjà presque 2 ans, donc qui était pour la plupart des gens qui sont passés dedans, et il a été dans plein de festivals, donc on a je sais pas, à peu près 1000 personnes je pense qui sont passées dans cette version du prototype. Pour la plupart c'était leur première expérience en réalité virtuelle, donc évidemment c'est un peu idiot de le dire, hein, puisque je pense qu'on ne ferait pas ça s'il n'y avait pas cet effet-là, mais avant tout un effet
on parle d'effet waouh, mais vraiment une très forte impression d'immersion et de choses comme ça. Alors, nous, par rapport à ce que disait Camille, on est sur une expérience où les gens marchent avec le casque, sont dans un espace, un grand espace, et ils arpentent cet espace. Et donc, les retours étaient surtout que le fait de pouvoir se déplacer, le fait de pouvoir se rapprocher des différents personnages qui sont dans l'expérience, rendait cette expérience, qui est une expérience avant tout journalistique, plus réelle, plus que les personnes qu'ils rencontrent, enfin, ils avaient vraiment d'abord l'impression de les rencontrer, évidemment, d'avoir ce sentiment de réalisme, et que cette rencontre n'aurait pas été possible sans la réalité virtuelle, donc un élément très fort. Après, on a une nouvelle version de l'expérience qu'on présente donc là dans quelques mois, sur lequel on a fait finalement jusqu'à présent 2 expérimentations plus importantes avec des classes de première. Donc il y a une expérience qui s'est faite avec Radio France et sur laquelle il y aura des retours sur France Inter dans une émission le 22 mars. Donc j'ai hâte de voir ce que les élèves de première auront retiré de ça. Dans cette nouvelle version du projet, les élèves passaient 5 par 5, donc ils étaient 5 en même temps dans l'expérience. Donc ce qu'on a pu voir, c'est peut-être dans les toutes premières minutes pas mal de joie, l'idée de se voir en tant qu'avatar, d'excitation aussi de faire cette expérience ensemble. Bon, il faut imaginer une classe de première, je ne sais pas si vous avez ça dans votre entourage, mais ça peut être assez excité quand on vient faire quelque chose de nouveau. Mais très vite, je dirais même vraiment au bout de 3-4 minutes, tout d'un coup, une immersion totale, c'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'ils avaient complètement oublié les autres personnes qui étaient avec eux. Bon, il faut dire que l'expérience ne les pousse pas à interagir avec les autres. On se voit et on est ensemble pour pouvoir rendre cette expérience publique, mais le but n'est pas ni de se parler, ni de faire des choses ensemble. Et on sentait que, en tout cas, ils oubliaient totalement la présence des autres personnes pour vraiment se concentrer sur le contenu de l'expérience. Et qu'au contraire, le fait que l'expérience soit individualisée, parce que c'est le but, c'est-à-dire que c'est une expérience qu'on fait à plusieurs, mais qui est une expérience individuelle, puisqu'on ne voit pas les mêmes choses dans son casque que son voisin. Et ça, pour eux, c'était magique, en fait. L'idée d'être dans le même endroit, de faire les mêmes pas ou quasi, mais de ne pas forcément voir les mêmes choses. Et on a senti à la sortie une vraie envie d'en discuter, d'en débattre, d'échanger à ce propos. Alors que, voilà. Compris pendant l'expérience? Alors, pas tellement pendant l'expérience. En fait, il y en a très peu qui se sont parlé, à part les toutes premières minutes, voilà, où c'était « Ah, t'es où? Mais c'est qui ?» Mais voilà, mais c'était vraiment très rapide. Non, c'était vraiment à l'issue de l'expérience, quand ils sont ressortis, et il faut dire que c'est une expérience de 50 minutes, donc c'est quand même long comme immersion, et ils en sont ressortis alors avec des avis, je dirais, divers, mais qui se rejoignaient sur, en tout cas, l'attention qu'ils avaient portée au sujet. Ce qui est un vrai... enfin, pour nous qui cherchons vraiment à avoir un impact avec ce projet, c'est un très, très gros plus de se dire qu'ils n'ont pas déconnecté, qu'ils ont passé 50 minutes sur un sujet d'actualité qui est loin d'être gai, puisqu'on parle de la guerre. Enfin, vous en saurez plus tout à l'heure, mais... et ça, avec une proximité avec et le sujet et les différentes personnes qu'ils rencontrent, que très clairement, enfin, d'après ce qu'ils disaient, était tout à fait nouvelle pour eux, qui sont déconnectés de la télé, et même des sujets d'actualité. Enfin, c'est une classe d'âge qui s'intéresse peu à ce genre de choses. Pour tout dire, au tout début, on traite de trois conflits dans ce projet, Israël-Palestine, le Congo et le Salvador. Évidemment, ils n'en connaissaient qu'un seul, qui était Israël-Palestine, et il y avait même des ados qui pensaient que c'était le seul conflit qui existait dans le monde.
Donc ils le connaissent, oui, ils en ont entendu parler, mais très clairement, ils ne sont pas du tout ce type de sujet. Voilà. Et une grande proximité avec ce que vivaient les gens qui rencontrent dans le projet. Jérémy, même question et même contrainte. Effet waouh, immersion totale, qu'est-ce que les gens en ont retiré ? Oui, alors, je vais juste préciser que je suis un peu, pas vraiment un intrus, parce que c'est des écritures qu'on travaille depuis très longtemps, mais malgré tout, ce que j'ai produit en réalité virtuelle n'a pas été diffusé, ce sont plutôt des trailers, et donc je vous montrerai tout à l'heure. Mais c'est vrai que, bon, je ne vais pas en rajouter sur l'effet stupéfaction, mais c'est vrai que même finalement, quand on montre ces projets et qu'on les montre à des partenaires potentiels, on a des attentes parfois qui vont être de se dire il faut qu'on en rajoute, il faut que l'histoire soit passionnante, etc. Et en fait, rien que la situation de présence fait qu'on est déjà très marquant par rapport à d'autres types d'histoires. Donc là, en l'occurrence, c'est un projet qui s'appelle Our Baby, dont je parlerai tout à l'heure, qui raconte l'histoire d'un nouveau-né qui va arriver au sein de sa famille. Et on racontait... Là, je vais me répéter du coup, mais c'est pas grave, je répéterai. On racontait finalement que ce nouveau-né avait un problème de naissance. Et en fait, les partenaires et les publics qui on a montré ce projet, voyant cette situation de présence, cette situation familiale et la relation qu'on pouvait tisser avec les parents, en incarnant un nouveau-né, finalement étaient très très marqués par la situation et on réagit par rapport à ce problème de naissance de manière très très violente, là où on s'attendait finalement à ce que ce soit juste un élément déclencheur d'une fiction et un élément de dramaturgie. C'est devenu quelque chose de très finalement heurtant. Voilà. Alors, je peux demander une question un peu naïve, mais cette dimension émotionnelle, elle vient du sujet, de la narration, de la technologie, de tout ? Je pense que c'est un ensemble, mais par rapport à d'autres types de narration, c'est vrai que cette technologie, parce que, alors on verra en fonction de l'habitude des publics, parce que c'est vrai qu'on est aussi dans un moment où on découvre ces narrations, on découvre cette expérience, donc on peut se dire que en pratiquant des œuvres de ce type, on aura peut-être plus ce sentiment particulier de présence, mais c'est vrai que pour le moment, c'est un sentiment qui est très marquant et qui du coup influence la réception qu'on peut avoir de ces œuvres. Voilà. C'est un point moi qui me semble très important quand je vous entends parler du fameux effet waouh. On cherche tous dans toute expérience, on va voir l'effet waouh. C'est quand même assez rare que les médias soient à un moment où ils peuvent être à l'initiative de l'effet waouh. On est souvent de bons suiveurs, pas toujours, mais on est en tout cas quasiment tout le temps des suiveurs. C'est-à-dire que je n'ai pas beaucoup d'exemples sur les 10 ou 15 dernières années où les médias ont présenté à des jeunes, notamment des jeunes de ce type d'âge, des expériences journalistiques ou des expériences de narration dans lesquelles les jeunes soient eux-mêmes surpris de la technologie qu'on leur présentait. C'est-à-dire qu'on a fait des choses fabuleuses avec Facebook, avec tout ce qu'on peut imaginer, avec tout ce qui est arrivé, mais enfin généralement on arrive quand même très nettement après. Et on a de temps en temps d'ailleurs un petit sourire. Ah oui, vous découvrez ça maintenant. Oui, ok. Mais on ne peut miser entre guillemets. C'est très bien parfois que sur le contenu. Peut-être que là on a enfin quelque chose où on peut aussi leur montrer une technologie à laquelle ils n'ont pas encore eu accès pour le moment, et ça tiendra pas très très longtemps. Mais c'est là aussi, ça peut être intéressant de défricher assez vite. Je voulais tacler un tout petit peu. Je suis pas sûr que les médias étaient très précurseurs sur le sujet. Ah, bien sûr. C'est vrai que beaucoup de producteurs, on a dû pendant 4 ans aller les voir beaucoup, longtemps, énormément. Le nombre de fois où je suis allé chez iTélé, Le Monde et tout, et qu'on m'a pris pour un paria, ça a quand même pris un petit peu de... Et on l'est voilà, toujours les pas. Les précurseurs ont été... Si, maintenant c'est cool, là, on organise des trucs comme ça, c'est génial. Mais genre, ça a été des boîtes sorties de nulle part, hein, que ce soit en France, ailleurs et tout. Ça a été que des boîtes sorties de nulle part, qui ont fait des initiatives dans leur coin, soit avec quelques subventions, soit avec un peu de trésor, je sais pas, mais c'est vrai que c'est très compliqué de... Mais je comprends la position, je critique pas, mais on peut pas dire que ça a été... Je veux pas dire qu'on est précurseur, j'ai on est encore dans la période où on peut, vis-à-vis de l'usage du public, l'être un petit peu. Et elle va pas durer très très longtemps. Ça serait bien que pour une fois, on la laisse pas filer et qu'on n'arrive pas encore dans cette technologie un peu après les autres. Ben justement, vous avez, Anthony, vous avez de la matière et du recul là-dessus.
Sur ces questions de qu'est-ce que le public, l'utilisateur demande, est-ce que vous êtes allé plus loin justement que cet effet waouh? Et est-ce que vous avez eu des demandes peut-être qu'on peut aborder d'un côté plus technique? Est-ce que les gens veulent plus de précision, plus de narration, plus Moi, je dirais d'immersion? juste pour revenir sur qu'est-ce que les gens attendent et l'effet waouh rapidement. Je pense que les gens, pour l'instant, ce qu'ils attendent, c'est être sûr qu'il y a vraiment quelque chose. Non, mais c'est vrai, beaucoup de gens arrivent en se disant non, mais sérieusement, je suis sûr que la moitié des gens qui viennent à ton ciné, c'est bon, je le lis partout et tout, ça va 5 minutes, il se passe vraiment quelque chose quand je le vis ou pas? Quand je vais le voir ou quand je veux, oui, voilà, je dis le vivre. Après, l'effet waouh, je pense que moi, je fais de la réalité virtuelle depuis 4 ans, ça me paraît, genre, j'ai l'impression d'être un précurseur. Et il y a 2 professeurs que je côtoie beaucoup, un de l'école des Mines et un de la FRV, on les connaît bien, qui m'ont beaucoup rentré dedans en me disant mais toi, Laurent, enfin, ouais, ça fait longtemps qu'ils sont dessus. Non, mais attends, t'es gentil, ça fait 40 ans que la réalité virtuelle existe, ça fait 40 ans qu'on étudie dessus, c'est juste qu'avant, un casque, ça valait 2 millions d'euros. Mais je veux dire, pour eux, ça ne leur a quand même pas empêché de faire toutes ces études pendant longtemps. Et en fait, pour moi, et j'en parle un peu souvent quand j'ai l'occasion, cet effet waouh, il est vraiment lié à quelque chose de physique. C'est le cerveau ne prend pas l'information de la même manière, ça ne touche pas le cerveau de la même manière, ça ne touche pas les mêmes zones du cerveau. Donc c'est même pas un effet waouh qu'on peut dire qu'il va passer de mode, ou je suis même pas sûr que nous, producteurs, on cherche l'effet waouh. Moi je connais le côté waouh de ton film, Jérémy, mais je sais que tu le fais pas pour ça. Nous, l'effet waouh, il est plus lié parce que ça procure, je veux dire, physiquement, voilà. Donc, bon, et après, pour répondre finalement à ta question, on n'a pas vraiment de retour d'expérience parce que pour l'instant, les gens, ils sortent avec des étoiles dans les yeux. Ils se disent c'est génial, mais oui, je vais pas aller en acheter un tout de suite. J'attends de voir quelques expériences et j'ai envie de voir une panoplie de choses un peu différentes. Et c'est vrai que comme c'est un peu, mais c'est normal, hein, c'est le début, un peu frileux, spécialement en Europe, on n'a pas encore énormément de choses à leur offrir. Voilà, on fait peu de projets malheureusement. Et je pense que ce qu'ils attendent pour l'instant, c'est être sûr qu'ils viennent parce qu'ils sont curieux, ils veulent être sûrs que c'est pas n'importe quoi tout ce qu'on dit là-dessus. Ils sont convaincus, mais ils le demandent à le rester 2-3 fois de suite, je crois, pour l'instant. Voilà. Je vous pose la question parce que c'est vrai qu'il commence à sortir quelques études sur l'utilisation de ces nouvelles technologies dans les médias. Et quand on lit les études, on trouve des contenus très disparates. Des fois, l'interaction est demandée, parfois c'est plus la qualité. Parfois, la qualité d'un contenu immersif n'a aucun intérêt par rapport à la narration. Beaucoup de tests sont en train d'être faits et beaucoup de conclusions qui se recoupent pas vraiment entre elles. Mais je voudrais, avec Timothy, si tu le veux, qu'on passe aussi à quelque chose qui soit pas uniquement visuel. Tu nous as parlé d'un livre, on peut augmenter, quand on parle d'augmentation de médias, il n'y a pas que la radio, il n'y a pas que la télé, il y a aussi tout ce qui est print et puis bien d'autres choses. Est-ce que tu peux nous parler de cet objet, livre, et de cette augmentation qu'il y a autour avec la communauté? Pareil, même question, hein, ces gens-là, enfin les gens, alors c'est les lecteurs ce coup-là, qu'est-ce qu'ils attendent et qu'est-ce qu'ils cherchent? Alors, déjà pour pouvoir parler de l'objet livre, une petite parenthèse quand même sur le contenu du livre. Le point de départ, en fait, c'est un travail de scénariste. Donc, c'est pas un livre de fiction, mais c'est un travail de scénariste qui souhaitait à la fois s'interroger et faire part du fruit de ses interrogations sur ce qu'on est tous en train de construire, qu'on soit professionnel des médias et du numérique, ou qu'on soit simple spectateur immergé dans cet océan de pixels. Et c'est le sujet du livre, en fait. Donc la métaphore que je file, c'est l'océan de pixels. Si je file cette métaphore, c'est qu'aujourd'hui, avec l'ensemble des écrans qui nous entourent, on a accès à un nombre de pixels infini. Et donc l'océan, c'est cette métaphore de l'infini, et c'est un infini qui devient de plus en plus infini chaque jour. Si je dois donner un seul chiffre, sur YouTube, chaque minute qui passe, il y a 400 heures de vidéos qui sont mises en ligne. Pour pouvoir s'imaginer ce que ça représente, c'est-à-dire que là, à l'issue de cette table ronde, si on se dit je vais aller regarder sur YouTube l'ensemble des vidéos qui ont été mises en ligne sur YouTube depuis le début de la table ronde jusqu'à la fin, il va nous falloir environ 1 an et 10 mois. Donc on est dans cet océan de pixels déjà infini et qui se remplit de plus en plus chaque jour. Et pourtant, nos journées ne durent que 24 heures. Et alors le point de départ était une interrogation de scénariste, mais finalement, à force de travailler sur le sujet, l'évidence apparaît que ceux qui ont le pouvoir sur ce qui va se passer dans les années à venir, ce sont les spectateurs ou les utilisateurs. Mais d'ailleurs, on
on a du mal à les définir, ou à nous définir, parce qu'on est tous spectateurs, utilisateurs, et en fait, on hérite d'un monde où on a compartimenté les médias traditionnels opposés aux nouveaux médias, alors qu'on voit que cette distinction ne marche plus. Le New York Times, qui est un des plus vieux journaux, si ce n'est le plus vieux journal, est un des plus innovants. Et il y a des frontières qui s'effondrent. En fait, tout le monde devient producteur de pixels, et ceux qui vont arbitrer, c'est chacun d'entre nous quand on est spectateur. Alors, pourquoi j'en ai fait un livre augmenté ? Parce que je traite d'un sujet qui est infini, qui est un océan de pixels infini, parce que je traite de l'avenir, qui est une ligne du temps infinie. Donc je voulais aboutir à un livre physique, nécessairement une œuvre finie. Mais cet océan de pixels, on a évoqué aussi le fait qu'on n'arrête pas de parler de révolution. Il y a toujours des nouvelles révolutions. En fait, on va en entendre parler sans doute jusqu'à la nuit des temps, puisque c'est un océan de pixels qui est en mutation perpétuelle. Donc des révolutions, on va nous en annoncer tout le temps, mais ils mutent en permanence. Et donc pour pouvoir traiter le sujet, aboutir à une œuvre finie et en même temps pouvoir traiter d'un sujet infini, le livre a laissé un certain nombre d'empreintes numériques, déjà au stade de l'écriture, et je continue en fait à l'enrichir, notamment par le biais des réseaux sociaux, et en particulier sur Twitter, pour poursuivre le fil. Donc ça, c'est une façon de l'augmenter. Il est augmenté également de son sur SoundCloud, pour donner la parole à des gens qui, pour moi, travaillent dans une direction louable pour le façonner, cet océan de pixels. Parce que quand on façonne cet océan de pixels, on façonne aussi le monde. Donc mettre en avant des personnalités. Et pourquoi il est également augmenté par la communauté qui se fédère autour du livre. Quel que soit ce qu'on va produire, que ce soit une émission de radio, que ce soit une émission de télévision, un film de cinéma, l'histoire en fait elle est jamais terminée, et ceux qui ont vraiment l'emprise sur l'œuvre, ce sont les spectateurs. Ce sont les spectateurs qui font par exemple le succès des œuvres documentaires au cinéma aujourd'hui. Et l'idée était donc d'augmenter le livre par le biais de la communauté, puisque, par exemple, c'est une des façons de le faire, identifier des projets qui émanent de la part des lecteurs eux-mêmes. Et justement, enfin, on parlait beaucoup d'effets waouh sur pas des augmentations, des immersions. Est-ce que toi, dans le projet, tu l'as vu, cet effet waouh, alors je ne sais pas si on peut le qualifier comme ça, mais qui a amené des gens à justement être acteurs là-dedans? Alors, j'ai eu l'avantage en fait d'être en lien direct direct. Il est jamais, parfois il est complètement direct, et on est en contact et on rencontre les lecteurs. L'effet waouh, je le vis pas quand les personnes sont en train de lire le livre. En revanche, j'ai des retours, parfois des longs mails. L'effet waouh, en fait, il est plutôt de mon côté dans ce cas-là. C'est la façon en fait dont le message est perçu m'étonne. Et donc l'effet waouh, il est plutôt du côté du créateur qui se dit c'est surprenant de voir comment les lecteurs s'emparent et comprennent parfois, lisent des choses que je n'ai pas l'impression d'avoir écrites dans le livre. Donc c'est les utilisateurs qui façonnent le média. Ce sont complètement les utilisateurs, ce sont les utilisateurs qui emmènent le projet. En fait, il y a un projet depuis la sortie du livre qu'on développe autour du livre. C'est le lectorat. Le dernier chapitre, c'est l'avenir de ce livre est entre vos mains. Mais c'est le cas pour n'importe quel média. L'avenir d'une radio, il est entre les mains de ses auditeurs. L'avenir d'une émission de télévision, elle est entre les mains de ses téléspectateurs. Nativement, tous les médias sont augmentés, notamment en premier lieu par la conversation autour. Une émission de télévision qui aujourd'hui aurait une grosse audience, si demain les téléspectateurs arrêtent déjà de converser autour de cette émission, et puis, ou a fortiori, arrêtent d'en parler, c'est une émission qui va moins bien se porter par la suite. Et c'est très difficile de comprendre les attentes des spectateurs, là je vous rejoins.
parce que justement, en fait, il n'y a pas deux utilisateurs ou spectateurs qui ont la même consommation média. C'est impossible. On est tellement noyé dans un océan infini qu'on ne peut pas identifier deux interlocuteurs, deux spectateurs, qui ont la même consommation média. Alors, il y a des acteurs qui connaissent bien les spectateurs que nous sommes. C'est, je pense à Facebook, par exemple. Parfois, ils nous connaissent mieux que nous-mêmes. Mais hormis ce type d'acteurs qui nous connaissent extrêmement intimement, parfois trop intimement, il est difficile de comprendre et de savoir qui sont les spectateurs. Mais on peut néanmoins identifier certaines tendances, puisque cet océan de pixels, il est animé de courants, comme des courants marins. Il y a une soif de narration, il y a un attrait pour la narration. Et ça, c'est pas nouveau, c'est juste les technologies qui évoluent. C'est le cas depuis l'origine du monde, et a priori ce sera le cas jusqu'à la fin des temps. On continuera à se raconter des histoires. Donc il y a par exemple cet attrait pour la narration, cet attrait pour des expériences de qualité. On a tellement de choses à voir qu'on n'a pas de temps tellement à perdre. Donc par exemple, c'est une des façons pour moi d'expliquer le succès des bloqueurs publicitaires. On n'a pas le temps d'être pollué dans son expérience. On souhaite une expérience de qualité. Alors c'est intéressant, on parle depuis tout à l'heure d'effet waouh, on parle d'émotion. Si on revient un peu sur les médias, ça veut dire que... Je vous laisse réagir, hein. Ça veut dire que l'expérience prime sur le contenu? C'est une question intéressante pour du média. Ouais. En tout cas du média d'information peut-être. Oui, je pense que pour répondre, alors je ne sais pas si je réponds à votre question, mais sur qu'attend le spectateur ou qu'attend le visionnaute ou le participant, ou quelle que soit la façon dont on l'appelle, en tout cas la personne qui va consommer, disons, de la réalité virtuelle, ça dépend beaucoup. Enfin, aujourd'hui, la réalité virtuelle, elle est multiple. Il y a différents types d'appareils, il y a différents types différentes façons de la vivre. Ça peut être, comme on l'a vu tout à l'heure, dans le cadre d'une exposition, ça peut être chez nous dans un cinéma, ça peut être à la maison, ça peut être dans un café où on veut partager son appareil avec quelqu'un d'autre. Donc, à partir du moment où la consommation, disons, et la typologie de l'appareil qui est utilisé est si différente, les possibilités à l'intérieur du masque sont aussi complètement différentes, et donc l'attente du spectateur est aussi complètement différente. Donc, je pense que ça va véritablement dépendre à nouveau, comment le créateur, comment le journaliste, comment le média utilise et sur quel support il va diffuser ce contenu. On n'attend pas la même chose d'une vidéo qu'on regarde sur son ordinateur ou sur son Android sur Facebook qui dure 2 minutes que d'une séance de cinéma qui en dure 30 pour laquelle on a payé. Enfin, donc l'attente elle est forcément pas la même d'une part, et d'autre part, je ne sais plus quelle est mon autre part. Moi, je vois ce que tu veux dire. Moi, je pense que l'expérience, clairement, elle prime sur le contenu si c'est la première fois que tu essayes avec un masque. Mais pour moi, n'importe quel type de masque. C'est-à-dire, oui, mais n'importe quelle vidéo, je dirais même la pire de ce que j'ai pu faire, ou n'importe quoi, tu la montes à quelqu'un qui a jamais vu de VR, il va enlever, il va dire c'est génial. Et il va croire que c'est moi qui suis génial. Mais après, je pense que ce soit Samsung, HTC et tout, pour moi, bon, peut-être pas oui sur un téléphone ou sur Facebook, je pense qu'ok, il a passé le cap, il a vécu ce truc, et après, non, je pense que le contenu reprend le pas sur l'expérience, et que la deuxième fois, après, c'est fini. On n'a plus le droit... si, pas à l'erreur, mais je veux dire, voilà, la personne va être aguerrie, elle va attendre quelque chose, et elle va attendre du contenu, je pense, la deuxième fois. Enfin, peut-être, pardon, vas-y. 1, 2, 3. Non, peut-être qu'il se passe aussi la même chose sur la réalité virtuelle qui s'est passée sur toutes les formes interactives et en ligne. En définitive, évidemment que le contenu est important, mais si on utilise mal les spécificités techniques de ces plateformes, ça n'a aucun intérêt. Donc c'est un peu les deux finalement. Et est-ce que vous pensez, vous qui êtes les producteurs, moi je
me mets exprès de l'autre côté, plutôt dans les médias, donc qui n'en a pas encore vraiment produit, qui a essayé des choses, mais qui se sent un peu j'y vais pas, etc. Est-ce qu'on a une chance avec la réalité virtuelle, est-ce que vous le sentez comme ça, d'éviter ce qu'on a eu avec le webdoc? Parce que je pense qu'il y a quelques années, il y a dû y avoir sans doute quelque part une table ronde qui s'appelait le web documentaire, l'avenir du journalisme. Je suis à peu près sûr qu'il y en a eu. On s'est tous enflammés, on va dire on va faire des webdocs, on va tous faire Prison Valley, David Dufresne est notre nouveau mentor et on va tous faire pareil. Et Dieu sait que David sait que j'ai trouvé son travail absolument formidable. Et puis aujourd'hui, des webdocs, c'est un peu le désert où on voit passer des petits buissons, quoi. Il se passe plus grand chose et je suis pas sûr qu'on sache vraiment pourquoi en fait ça s'est un peu arrêté. Moi, si je peux répondre à la fois à cette question, mais qui est celle aussi à celle de Grégory, c'est-à-dire que je pense que ce qui fait la force, en tout cas pour moi, peut-être pas de tous les projets de réalité virtuelle, mais enfin de la plupart quand même que je trouve de qualité, et en tout cas des expériences que nous on a pu faire avec les spectateurs qui viennent essayer The Enemy, c'est que justement les gens qui commencent, ils vont au bout. Ce qui n'était pas le cas sur le webdoc, ce qui était vraiment le souci d'ailleurs sur le webdoc, c'est qu'on était toujours content quand les gens avaient été à peu près passés dans 5% du contenu. Là, sur The Enemy, alors on a des gens qui supportent pas du tout le casque, très peu, mais le fait que les gens puissent marcher, tout ça enlève beaucoup du côté mal au cœur et tout ça. Mais en tout cas, les personnes qui commencent l'expérience vont au bout des 50 minutes, ce qui est quand même hallucinant. C'est-à-dire qu'on n'a personne qui enlève le casque en disant à un moment, là j'en ai marre, en fait, je pense que j'ai assez vu, ou ce qui était le cas sur le web documentaire, et ce qui pour moi prouve que justement c'est pas l'effet waouh du tout dont on parle. C'est moi qui en ai parlé tout à l'heure, donc je peux d'autant plus dire que ça n'est pas le cas. Je pense que c'est en effet quelque chose dont les gens parlaient la première fois qu'ils essaient un casque, etc. Mais je pense qu'en tout cas sur cette expérience-là et sur plein d'autres que j'ai pu essayer, ce qui prouve que c'est le contenu qui prend le pas, c'est que justement les gens vont au bout et que c'est pas au bout d'une minute où on s'est dit ah super, je peux regarder partout, mais voilà j'ai vu l'effet waouh il a été fait. Non, au contraire, on se laisse prendre dans la narration, on se laisse prendre dans l'immersion, parce que quand on parle d'immersion, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on est emmené ailleurs, et ce ailleurs, encore une fois, si c'est de qualité, s'il y a une vraie histoire, si tout a été fait mais ça marche parce que les gens vont au bout. Ouais. Donc c'est la qualité. On en parle depuis le début. Je trouve le parallèle intéressant avec le webdoc, on le fait souvent. Évidemment, la qualité joue. Mais tu vois, je pense qu'en fait, le webdoc, il n'est pas du tout mort et il existe encore énormément aujourd'hui, c'est juste on le voit plus. Là, c'est la VR, on va tous tester plein de choses possibles, c'est explorateur, on va faire des trucs, on teste plein de possibilités. Je veux dire, le webdoc, il a fait plein de choses. Ok, à un moment, il est peut-être allé trop loin, le contenu était trop oublié par rapport aux possibilités techniques. Maintenant, les formats qu'on scrolle, sur lesquels on a de la photo, de la vidéo, du son, tac, tac, mais on est tous habitués à les lire, on va au bout. En fait, c'est un webdoc juste. Voilà, on a pris les possibilités, on a trouvé un peu quelque chose qui correspond à nos usages, à celles des utilisateurs, et on continue à le faire, et maintenant c'est rentré dans les mœurs. C'est pas... Donc je pense que la VR, c'est moins interactif, mais je pense que la VR, le côté très très interactif de beaucoup de contenu, à mon avis, va redescendre un petit peu. Voilà, parce que les gens n'ont pas forcément envie tout le temps d'interagir aussi. Donc je pense que peut-être aussi là, on sait que c'est beaucoup, on fait plein de trucs. Disons que j'en sais rien, mais ce qui est beau, c'est qu'en ce moment, on explore un peu tout et on verra où ça mène. Et je pense que oui, il y aura des formes plus simples qui peut-être seront l'équivalent de ce qu'est devenu le webdoc. Enfin, c'était pas pour dire... c'est pour dire qu'il faut faire attention à dire le webdoc est mort et on en a trop fait. Il y a des choses qui sont restées... Il s'est transformé en tout cas. Mais d'autant que le web documentaire, il y a quand même un problème industriel aussi. C'est-à-dire que ça a été financé par des acteurs qui n'ont pas fait l'effort de porter ces œuvres à la connaissance des publics. Donc on ne sait pas très bien si finalement on a parcouru toute cette période d'apprentissage et si on a vraiment bien creusé cette écriture du web documentaire, ça peut à l'avenir donner des œuvres très intéressantes et potentiellement très vues. Et il y en a eu. Et la réalité virtuelle, on ne sait pas très bien aussi si les gens vont accepter de mettre le casque ou pas. Donc c'est compliqué. On peut poser la question à la salle. Enfin, pas si vous acceptez de mettre le casque, mais de toute façon vous allez l'accepter tout à l'heure aux démonstrations. Mais si vous avez des questions à poser à nos intervenants, n'hésitez pas.
Vous y croyez à la réalité virtuelle ou c'est le webdoc du futur? Je ne sais pas, j'ose plus dire du passé. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions? Ah, de ce côté. J'attends le micro qui arrive. Voilà, merci bien. Moi, non seulement j'y crois beaucoup, mais on a investi plusieurs millions de dollars en développement. C'est une bonne raison d'y croire. Hein, oui, ce qui est une bonne façon de montrer qu'on y croit. Dans ce qui est le premier cinéma interactif, 3D immersif, qui existe en France, qui est à Laval, comme plateforme R&D, pour lequel on vient de livrer à Maurice, à l'île Maurice, un nouveau contenu interactif qu'on a fait entièrement à Laval à partir d'un film IMAX d'ailleurs. Et ce sont des plateformes qui permettent aujourd'hui à 24 personnes d'interagir dans le monde cinématographique en immersion. Donc la réalité virtuelle réellement interactive, immersive, aujourd'hui, c'est une réalité. Donc il y a du multimode qui arrive. C'est ça ce que je veux dire, c'est qu'on part vers du multimodal et vers d'autres dimensions. Donc moi je vous rejoins, non seulement j'y crois, je crois à une diversité de formes, je crois à une diversité de pratiques, et je crois surtout que quand on dit oui, la réalité virtuelle c'est un nouveau média, oui, c'est un média qui va changer nos pratiques entièrement. Voilà. Et on veut bien tous votre carte de visite après pour diffuser. Ouais, Grégory. Hop, il y a deux questions. On commence là. Bonjour, oui. Est-ce que finalement, c'est pas une histoire de fond et de forme? Parce que si on a des contenus on peut avoir la meilleure forme, la plus élaborée possible, est-ce que finalement, c'est pas une histoire servie par des acteurs, on va dire, qui peut fonctionner, quel que soit, on va dire, le mode de diffusion? Et alors, évidemment, elle est extrêmement riche. Elle peut être extrêmement riche, mais ça peut être du webdoc, ça peut être autre chose. Mais finalement, ce qui compte au départ, c'est l'histoire. Je crois que c'est ce qu'on a dit tous. Et que moi, en faisant une synthèse à la Védrine... Je pense que les Américains qui disent story. Non, mais une bonne histoire, c'est assez rare, finalement. C'est-à-dire que quelque chose qui vous emporte, qui vous donne de l'émotion, parce que c'est ce qu'on cherche tous, c'est l'émotion, c'est relativement rare. On peut prendre là, on n'est que les bestes. D'accord. Non, mais oui, bien sûr, t'as raison. Par rapport à cette question de la narration, oui, une même histoire peut prendre différentes formes. En fait, par rapport à la question, est-ce qu'on est en train d'annoncer la réalité virtuelle comme quelque chose d'avenir et puis ça va être finalement quelque chose qui va être enterré dans les années à venir? Je crois que la question, quand on regarde par exemple les œuvres qui existent aujourd'hui, la façon dont les créateurs se passionnent pour la réalité virtuelle et les possibilités qu'offrent ces univers en termes de narration, on peut n'avoir aucun doute sur l'avenir de cette façon de raconter des histoires. Et là, il y a en fait, l'enjeu, il n'est pas tant de savoir si c'est un mot à la mode et puis une techno à la mode qui va s'essouffler. L'enjeu, il n'est pas du tout là. On sait que c'est une technologie d'avenir et une façon de raconter des histoires d'avenir. L'enjeu, c'est à quel projet on donne naissance. Quand on voit les projets aujourd'hui en réalité virtuelle, la façon dont ils sont nés n'a jamais été de répondre à telle attente de la part du public. Ça émane généralement de créateurs qui veulent proposer un regard sur le monde, et quand ce sont des médias qui s'emparent de ce format, c'est pour donner la parole à des créateurs. Par exemple, MTV... dernièrement, leur programme s'appelait MTV Open Your Eyes. Ils ont proposé à 12 créateurs
d'offrir pendant la campagne électorale aux États-Unis leur propre regard sur le monde. Et il y a un enjeu considérable en France, c'est d'accompagner ces envies de la part des créateurs pour qu'on puisse proposer des regards sur le monde et qu'on ne soit pas obligé qu'on ne soit pas restreint à n'avoir les regards sur le monde que de la part de Google et Facebook, par exemple, qui ont des ambitions très fortes dans ce domaine. Je pense qu'en France, on doit aussi être en mesure d'offrir nos propres regards sur le monde et de parler de réalité virtuelle au pluriel. C'est une infinité de réalités virtuelles et on doit proposer nos propres univers. Moi, j'ai une question, si vous voulez, ici, là. Où ça? Là-bas? Alors, enfin, non, c'est pas une question, c'est un avis, parce que vous avez demandé quel est l'avis du public sur ça. Moi, ce que je pense, c'est que dans des lieux qui sont spécialisés réalité virtuelle, du type entreprise, ou alors des lieux de cinéma ou des salles de jeu, il y a certainement un avenir sur la réalité virtuelle. Maintenant, chez les gens, le taux de pénétration va dépendre du mètre carré que les personnes peuvent mettre pour faire de la réalité virtuelle. C'est des personnes qui n'ont pas beaucoup de mètres carrés ou qui vivent nombreux dans un appartement, ça risque d'être un peu difficile. Et aussi le taux de pénétration en fait, du prix qui peut rester cher en fait, pour des particuliers. Voilà. Je peux réagir peut-être? Oui, mais pas forcément. Enfin, l'usage domestique, très honnêtement, je ne sais pas qui peut se prononcer sur l'usage domestique parce que c'est très très compliqué de se projeter, et notamment parce que les casques évoluent en permanence. Que là, on parle de technologie in and out tracking, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent l'espace extérieur sur lequel on n'aurait pas besoin, idéalement, de. Vous voulez le faire dans la rue, c'est ça? Éventuellement le faire dans la rue, oui. Et donc de vivre en permanence dans un univers virtuel. Et puis il y a aussi la réalité augmentée. Donc je pense que dire aujourd'hui il y aura un usage en particulier, c'est très très compliqué. Enfin, pour les entreprises, c'est clair que c'est un marché qui a un ROI qui est énorme. Qui est énorme. Maintenant, pour le particulier, c'est la question. Pour le particulier, c'est notamment l'industrie de l'entertainment. Et ça, on ne sait pas du tout dans quelle mesure le public va s'équiper et va utiliser régulièrement ses casques et va accepter d'investir. Donc ça. Après, on commence à flirter avec la science-fiction, mais je crois que maintenant beaucoup de gens savent que ça devient une réalité. C'est le transhumanisme et à quel point on va nous prendre des parts de la robotique et des possibilités de la robotique pour être un homme évolué. Moi, ça m'étonnerait pas que d'ici 30-40 ans, des lentilles de réalité mixte ce soit déjà obsolète par rapport à ce qu'on proposera. Donc, à partir du moment où on peut aller jusque-là, imaginons les possibilités que ça réservera aux particuliers. Je pense en effet, comme Jérémy, qu'on ne peut même pas imaginer ce qui va se passer aujourd'hui pour faire des prédictions. Alors, on va parler un peu des modèles économiques dans la deuxième table ronde, mais pas dans 30-40 ans. On va essayer de se restreindre à 2-3 ans déjà pour avancer. On prend une dernière question, si vous le voulez bien, et puis ensuite on enchaîne sur Chloé. Mathieu, que je vois là-bas. Il y a un truc intéressant, c'est que c'est vrai qu'il y a un impact physique très fort. Et avec la réalité virtuelle, on amène le cinéma à la maison. C'est-à-dire, quand on va au cinéma et qu'on sort et qu'il fait jour alors qu'on était rentré quand il faisait nuit, c'est quelque chose qu'on ne peut pas offrir à la maison. Aujourd'hui, on context switch en permanence. On regarde un film et on regarde son téléphone en même temps. On fait plein de choses. La réalité virtuelle, elle amène un spectateur à passer 1 heure justement à regarder une chose. Et ça, c'est un prix fantastique, je pense. C'est un potentiel fantastique pour emprisonner les gens dans un univers. Non, mais je veux dire, aujourd'hui, c'est très difficile de faire regarder, de se concentrer, d'avoir la concentration de quelqu'un sur un sujet en entier. Et la réalité virtuelle, elle amène ça naturellement. Oui, mais Twitter et Facebook vont venir dans votre réalité virtuelle et vont popper en permanence. Donc, Alors ça aussi, ce sera une bonne façon d'appréhender les bonnes pratiques qu'on passera sur la deuxième table ronde. Je vous remercie, je vous propose d'applaudir les intervenants.